Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle émission de Femmes au pluriel sur Maghreb TV. أعزائي المشاهدين عزيزاتي المشاهدات je suis ravie سعيدة جدا اليوم أستضيف لالا عيشة الشنا dans le cadre de l'émission Femmes au pluriel. Bonjour mesdames. Alors aujourd'hui je disais que j'ai l'immense plaisir et je suis vraiment honorée de recevoir dans le cadre de mon émission Femmes au pluriel une grande dame, une dame aimée par énormément de monde. Vous allez voir, elle nous racontera son histoire, son parcours et derrière son parcours il y a un combat de toujours parce qu'on a l'impression qu'elle a fait ça toute sa vie depuis que voilà. Et Madame Aïcha Chenna est présidente de l'association qui est basée à Casablanca et qui s'appelle Vie Solidarité Féminine, Madame la présidente de Solidarité Féminine. Nous avons aussi à ses côtés le président de Orphelins du Monde, Monsieur Ismaël El Morabit, qui va nous parler de son association, mais aussi de sa rencontre avec Madame Aïcha Chenna. Bonsoir, Madame Aïcha. Bonsoir, Ismaël. Bonsoir, Fouzia. Merci de votre présence parmi nous et merci d'avoir amené Madame Aïcha nous parler de son parcours. Avec plaisir. Je pense qu'elle est connue par presque toutes les personnes qui nous regardent. Mais aujourd'hui, on va... Est-ce qu'on lui donne la parole d'abord, Ismaël? Oui, hein, tout à fait. Voilà, donc, alors, Aïcha, quelques mots sur vous avant de parler de votre parcours. C'est difficile de parler de moi-même, je ne sais pas le faire, mais d'abord je voudrais remercier toutes les femmes et les hommes qui me rencontrent dans la rue et qui viennent me saluer pour me dire merci de faire ce que tu fais. Pour moi, ça a une importance exceptionnelle parce que d'abord sans les hommes, on ne va pas changer le monde. Il faut absolument qu'il y ait les hommes avec nous. Et mon combat n'est pas encore arrêté parce que malheureusement, la problématique des enfants nés en dehors du mariage continue à exister, pas seulement dans notre société, mais à travers le monde. Quand on ouvre les yeux et les oreilles sur tout ce qui se passe ailleurs, même dans les pays les plus développés, il y a malheureusement encore aujourd'hui des bébés abandonnés et des mères célibataires qui, pour une raison ou pour une autre, ne peuvent pas garder leur bébé. Et moi, dans mon combat, j'estime que, humainement parlant, il faut donner la possibilité à un enfant qui n'a pas demandé à venir au monde, d'accord, de pouvoir vivre avec sa maman et se retrouver un jour avec son papa et sa famille, et pourquoi pas. Et donner la possibilité à la maman qui a porté cet enfant pendant 9 mois, d'accord, dans la souffrance, dans l'exclusion, d'autant plus que la personne avec qui elle a eu cet enfant se sauve, se cache, ne reconnaît pas, c'est très difficile, et dans nos sociétés c'est très difficile, même quand il reconnaît c'est difficile. Alors pour moi, tant qu'il y a des bébés qui continuent à être abandonnés, je continuerai à me battre parce que j'estime que c'est le droit d'un enfant et c'est le devoir de l'humain. On n'est pas des êtres humains, c'est pas vrai. Aimer Dieu, c'est aimer ses créatures. Parce que lui, il crée ce qu'il veut, quand il veut et comme il veut. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Eux, ils passent toujours le jugement et comme c'est la femme qui porte l'enfant 9 mois, donc elle porte en plus du poids du bébé qu'elle porte dans son corps, si vous voulez, le poids de la honte, alors que c'est une maman qui va donner la vie à un enfant. Et on va mettre tout le paquet pour la priver de cette maternité. Et ce sont les mamans que je rencontre, qui sont complètement jetées dans la rue. Et il nous arrive toujours des filles qui viennent complètement désemparées, seules au monde. Et quelquefois, elles sont obligées d'abandonner le bébé. En tous les cas, celles qui viennent chez nous, elles gardent leur enfant. Mais j'apprends tous les jours qu'on trouve encore
des bébés dans les rues, dans les poubelles, ou abandonnés. Le bébé qui a la chance, il est abandonné devant le procureur du roi aujourd'hui. Avec tout ce que ça peut porter comme conséquence et lourdeur, parce que c'est quand même le procureur du roi, c'est le tribunal, c'est le jugement. Même s'il est humain, bon, lui est obligé de faire la procédure. Et puis l'enfant se retrouve dans une maison d'enfants abandonnés. Et oui, il n'aura pas sa maman à lui toute seule. Tout seul. C'est 3 fois 8. Donc rien qu'en 24 heures, il y a 3 groupes de mamans qui vont passer. Elles vont essayer de lui donner tout l'amour du monde. Et ça, c'est les témoignages des associations qui travaillent auprès de ces bébés abandonnés, qui me disent on fait le maximum, on donne le maximum. Mais Madame Chna, s'il te plaît, continue à parler pour que les enfants ne soient pas abandonnés, qu'ils vivent dans leur milieu naturel. Voilà, donc il y a un autre problème grave. Madame Chna, on va y revenir certainement, parce que c'est très très important ce que vous dites, mais on va revenir, je pense, presque 50 ans en arrière, parce que c'est un combat que vous avez pris à bras le corps alors que vous finissiez vos études et que d'infirmière et que vous commenciez à travailler sur le terrain social. Alors, comment est-ce que je vais être très franche, j'ai horreur de mentir, je n'aime pas mentir. Moi, les enfants abandonnés, je les ai vus. Mais j'étais trop jeune pour comprendre. J'ai travaillé à l'âge de 16 ans et demi. Et je me suis engagée dans la lutte, dans l'association de protection de l'enfance et d'éducation sanitaire, qui m'a mis en contact avec les bébés abandonnés. Mais je n'ai pas compris. C'est ça le problème. Et ce n'est qu'après, au fur et à mesure de mon engagement, parce que je vais mettre dans d'autres associations, je vais faire les études à l'école d'état d'infirmière pour faire assistance sociale plus tard, et je vais encore de nouveau voir les bébés abandonnés, et je vais entendre les médecins dire, ils vont nous les amener abîmés, nous les soignons, il va repartir pour être abîmé. Alors tout ça j'observais et j'écoutais, et au fur et à mesure j'ai pris conscience, aujourd'hui je peux le dire, un bébé sait qu'il est abandonné par sa mère. Il va commencer par faire une dépression, la séparation de sa maman. Il la sent. Il ne sait pas le dire. Dès ses premiers jours. Il va le sentir quand il est déjà dans le ventre de sa mère. Maintenant, la pédiatrie moderne, les psychopédagogues, etc., aujourd'hui le disent, un enfant est préparé à la vie alors qu'il est encore dans le ventre de sa mère. Alors imagine ces mamans qui viennent quelquefois de milieux extrêmement pauvres, qui ne font même pas suivre leur grossesse. On ne sait pas si elles ont le sida ou la syphilis ou je ne sais quoi, ou d'autres maladies transmissibles. Si c'est des filles de riches, parce que ça arrive malheureusement aussi aux filles de grandes familles, ça arrive aussi aux étudiantes de grandes écoles qui se font avoir parce que il y a la promesse d'un mariage et puis etc. Et viol aussi. Hein, alors, c'est un autre problème. C'est d'une injustice incroyable. Alors non seulement elle est violée, et je peux vous dire en connaissance de cause que c'est extrêmement difficile d'aller porter plainte pour un viol. D'abord, comment on va être accueilli? Aujourd'hui au Maroc, je dis alhamdoulilah, il y a eu quand même une avancée dans le sens où les filles violées peuvent aller au commissariat. Elle peut tomber par malchance sur quelqu'un qui ne va pas comprendre. Mais en principe, il y a des ordres pour que la personne qui l'accueille comprenne sa détresse. Faut-il avoir le courage d'aller porter plainte et porter la preuve qu'il y a viol? Parce qu'on peut lui dire, mais c'est toi qui as provoqué. Pourquoi tu as été avec lui? Et vous savez, les moralisateurs sont les plus grands faiseurs de bêtises, eux-mêmes. Alors, au moins être loyal et dire qu'il y a des choses qui se font. Alors, ça m'a amené à me poser beaucoup de questions. Et j'ai beaucoup d'histoires à raconter, mais je raconte toujours celle-là parce qu'elle est percutante.
Et c'est ce que le déclic. Le déclic de la création de l'association Solidarité Féminine, parce que la première mère célibataire que j'ai aidée en tant que personne dans d'autres cadres, sa fille est médecin aujourd'hui, elle est mariée, elle a des enfants. Ça a été une étape très difficile dans ma vie. Mais le jour où je venais de rentrer de congé de maternité, toutes les mamans qui ont accouché le savent, celles qui travaillent, elles savent. Quand elles reprennent le travail, il y a le bébé qui attend, etc. Et le soir, l'après-midi, tard le soir, une jeune femme, à l'époque, les mères célibataires pouvaient accoucher dans les maternités sans punition, sans rien. Même si les textes sont écrits. On ne mettait pas en pratique les textes. Elle accouche sous un faux nom pour être protégée de sa famille. Elle abandonne le bébé devant 2 témoins de l'hôpital. Elle met les empreintes digitales sur l'abandon du bébé et elle rentre chez elle, ni vue ni connue. Elle peut faire un deuxième enfant si elle n'a pas... Ça peut lui arriver. Moi, j'ai connu des mères célibataires qui ont donné un enfant une première fois, puis une deuxième fois, et etc., etc. Jusqu'au jour où j'ai vu cette fille j'avais l'impression qu'elle venait de la campagne, après son attitude. C'était le soir et l'hiver. Donc le soir, la nuit tombe rapidement. Et cette fille est venue, j'ai toujours son image devant les yeux. Elle courbait son corps. Vous voyez, elle porte la honte sur ses épaules. Hein? Elle avait le petit garçon à qui elle donnait le sein et sa tête était baissée et enveloppée par un châle. Et donc, au moment où l'assistante sociale lui présente le document pour mettre les empreintes digitales, première étape, c'est déjà très difficile. Hein? Vous voyez une femme qui abandonne la chair de sa chair. Et qui laisse juste... Et une autre personne qui va venir prendre le bébé pour l'amener à la maison d'enfants abandonnés. Quand vous regardez ça, et que vous êtes maman, et même si vous n'êtes pas maman, il faut vraiment avoir le cœur en acier pour ne pas bouger. Et cette maman va tirer d'un coup sec, rageur, avec rage à sein de la bouche de son bébé. Le lait va gicler sur le visage du bébé. Le bébé va crier. Ce cri est là. J'arrive pas à m'en débarrasser. Il est là. Et ce n'est qu'il y a si peu de temps que j'ai compris que si ce cri est dans ma tête, c'est peut-être parce que je n'ai rien pu faire pour cette maman. Je ne sais pas ce qu'est devenu cet enfant. Mais je suis sortie en cachant mes larmes. Et la nuit, je n'ai pas dormi. Toute la nuit, je n'ai pas dormi. Et j'ai juré, plus jamais ça. Parce que moi, j'avais mon enfant à qui je donnais le sein. Et je pensais à cette maman qui avait mal au sein parce qu'il y avait trop de lait. D'accord, la montée de lait. Vous savez ce que c'est, le bébé avait quand même quelques semaines. 8 semaines ou plus peut-être. Et le bébé privé du sein de sa maman, dans un milieu qu'il ne connaît pas. Il ne connaît pas le biberon, il ne connaît pas cette personne qui va le chercher. De toute et à partir de là, j'ai juré que plus jamais je me tairai. Et ça a été le départ de ma vie. Quand vous êtes révolté, vous cherchez des gens qui vont pouvoir éventuellement vous donner de l'aide. Évidemment, dans mon cas précis, et ça, je remercie Dieu, alhamdoulilah, une assistante sociale venait de rentrer en France et le poste était libre. Donc, je demande à mon patron, à l'époque à la santé publique, de me donner ce poste d'assistante sociale. Et n'ayant pas la formation d'assistante sociale, je suis infirmière, animatrice d'éducation sanitaire. Et cette assistante sociale était sœur depuis 30 ans au Maroc. Et j'ai été la voir, je lui ai dit, Marie-Jean, s'il te plaît, je veux que tu m'apprennes le métier d'assistante sociale, parce que je suis révoltée par cette situation. Ah bon, elle me dit, tu es révoltée pour ça? Eh bien, non seulement je suis prête à t'aider, mais je veux te montrer quelque chose. Et elle m'a amenée, moi, je ne le savais pas, parce qu'à l'époque au Maroc, d'abord le mot mère célibataire n'existe même pas. Il y a les orphelinats et c'est tout. Les femmes, on les ignore. Mais elle m'a amenée chez des gardiennes de bébés en ancienne Médina de Casablanca et en nouvelle Médina de Casablanca.
qui gardaient les bébés. Et j'ai vu les bébés grandir dans des corbeilles à légumes 24 heures sur 24. Les mamans allaient, elles mendiaient, elles se prostituaient, elles travaillaient comme femmes peu importe. Elles vendent du persil, elles font n'importe quoi. Mais il faut qu'elles ramènent de l'argent à la gardienne du bébé. Alors je ne vous dis pas dans quelles conditions sont ces enfants-là. Le manque d'affection de la maman, la pauvreté, et un taudis, ça reste un taudis. Une corbeille à légumes, ça reste. Bon, c'est vrai que ça fait un petit lit, mais c'est quand même une corbeille à légumes. Et le plus grave, c'est quand il commence à marcher à quatre pattes ou à être debout, on attache le petit pied dans le matelas, enfin, le pied du matelas. C'est ce qui fait que vous décidez de créer l'association. Alors quand j'ai vu ça, on va s'encourager. Marie-Jeanne osait. Elle aidait les mamans célibataires. Elle le faisait discrètement. Et les enfants à l'époque étaient déclarés comme bâtards. X, enfants de X. Même si la mère est là, l'assistante l'aidait, faisait les démarches avec elle pour qu'il n'y ait pas d'empêchement d'ordre moral, pour déclarer l'enfant à l'état civil. Mais il était déclaré avec un père X. D'accord ? Inconnu. Et j'ai vu dans d'autres registres, parce que là, je vais commencer à prendre conscience, et je vais mettre les pieds dans les orphelinats, et je vais commencer à me poser des questions. Je vais mettre les pieds dans les maisons d'enfants abandonnés, et je vais prendre conscience de ce drame. Alors, ça a été une très grande souffrance pour moi. Et il y a quelqu'un qui est témoin de cette souffrance. Il y a la Ligue de protection de l'enfance, elles le savent. Il y a un grand professeur en psychiatrie au Maroc, professeur Driss Moussaoui, qui a fait un témoignage dernièrement sur mon parcours. Et ça m'a fait quelque chose, que quelqu'un me renvoie mon image. Il leur a dit, elle venait régulièrement me voir en larmes, parce que tout ce qu'elle voyait, et elle cherchait à trouver des solutions. Et elle était jugée, jugement de valeur. Qu'est-ce que j'ai entendu? Et tu vas encourager la prostitution, et tu vas avoir des problèmes. Justement, le problème, Madame Chenna, même quel était l'accueil dans la société marocaine, à Casablanca? Fouzia, je continue à recevoir. Il y a des gens qui sont malsains dans leur état d'esprit. S'ils étaient des croyants, ils diraient que c'est la créature de Dieu. Ils ne diraient pas que Madame Chenna, elle, c'est la femme spirituelle, comment ils ont dit? L'icône du fasad. L'icône du fasad, ou la débauche. Certains le disent, continuent encore à le dire. D'autres disent non. Alors, ce qu'il y a de positif dans cette histoire-là, c'est que depuis maintenant Solidarité a 31 ans d'existence. Moi, j'ai commencé ma 50e année de militantisme en mai 2016. D'accord? Et au cours de tout ce temps-là, on finit par être connu par les gens. Ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui ont pris conscience répondent à ceux qui me critiquent. Et répondent par écrit, en se déclarant. Madame Chenna n'encourage pas la prostitution, on devrait l'aider. Et ces enfants, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et où est-ce qu'elle est l'éducation sexuelle? Alors que l'éducation sexuelle existe, même pour les islamistes. Elle existe dans le Coran. Et le verset coranique, Iqra, Iqra bismi rabbika alladhi khalaqa khalaqa al-insana min 'alaq. Il y a un médecin au Maroc qui a fait une thèse de doctorat sur khalaqa al-insana min 'alaq. Il a prouvé que Dieu montrait la piste comment éduquer sexuellement les enfants pour leur montrer connaître leur corps. Parce que très souvent, la fille, personne ne lui parle. Ni chez elle. À l'école, on donne des cours d'éducation sexuelle. Enfin, des cours de sexuelle. Mais c'est très scientifique, c'est très basique. Le prof ne peut pas aller plus loin. Elle n'ose pas demander plus loin. Et voilà. Et c'est comme ça que les accidents de la vie, ça peut être un viol, ça peut être un inceste,
Ça peut être une promesse de mariage. Un fiancé qui disparaît après. Ça peut être une défiance. Moi, j'ai vu des fiançailles officielles. Un jour, une jeune maman m'a vue à la télévision. Et le lendemain ou le surlendemain, elle est venue. Je me rappellerai toujours de cette petite jeune maman de l'époque, avec ses cheveux châtain clair, et qui me dit « Sauve-moi, Madame China, sauve-moi. Mes parents veulent vendre mon bébé. Le vendre pour le donner en kafala à une autre femme, mais contre argent, 5 briques à l'époque, ils ont demandé. » Et cette jeune fille est restée avec sa maman. La maman est sortie d'affaires. Bon, je l'ai entendu dire un jour, je suis un arbre mort. C'est fini pour moi. J'ai plus confiance parce que elle était fiancée officiellement, avec la fête, et la henna et tout le... Sauf que l'acte n'était pas écrit. Et la petite, bon maintenant c'est une jeune fille, elle a eu son bac, elle est à l'université. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'elle a toujours su son histoire et aujourd'hui elle cherche son père. Elle se met derrière dans son ordinateur parce qu'elle gère et elle cherche, elle cherche, elle cherche, elle cherche. Et justement, votre combat, celui de que les papas reconnaissent l'enfant, ça fait partie de votre... Pour moi, c'est essentiel. Bon, je vous dirais que nous avons eu aussi des papas célibataires. C'est pire. Parce que quand il veut déclarer l'enfant, on lui dit « tu amènes la mère », alors que la mère a disparu. Il y a des mamans célibataires qui font le coup à leur compagnon. Moi, tu ne veux pas reconnaître l'enfant, je le laisse. Elle le laisse, lui... Il sait qu'il a un enfant, mais... Dans le cas où il s'attache à l'enfant. Je dis bien dans le cas où il s'attache à l'enfant. Après, pour le déclarer... C'est très compliqué. شنو كتجاوبي الحاجة شنا الناس اللي تيقولوا كتشجعي الأمهات العازبات؟ شوفي الدنيا le monde a son créateur. Il y a les hautes instances juridiques qui appartiennent à Dieu et moi je m'adresse à cette instance juridique qui appartient à Dieu. Et je le laisse lui répondre à ces gens-là. Mais moi, je continuerai à réveiller les consciences parce que ça peut arriver à tout le monde, Fouzia. Il ne faut pas dire que moi, dans ma famille, je te jure, Fouzia, s'il n'y avait pas le secret professionnel hein, et beaucoup d'histoires que je vais emporter dans la tombe, bon, je ne parle pas. Femti. Et si vous en parlez, c'est vraiment pour... Moi, c'est surtout pour sensibiliser l'opinion publique. Je ne veux pas donner de leçons de morale à personne, mais je dis à tout le monde, faites attention. Surtout aujourd'hui, dans les universités, quand je vais, je le dis comme ça. C'est... Agda, les filles, vous êtes dans une université, ton copain qui est à côté de toi, il est tout beau, d'accord ? S'il te dit je t'aime, tu lui dis moi aussi. Mais tu gardes tes mains là où elles sont. Parce que s'il t'arrive, j'ai vu des filles venant de grandes écoles tomber enceinte par le prometteur de mariage qui se débine dès qu'il apprend qu'elle est enceinte. D'accord. C'est le comportement général, on va dire. Il va se sauver. Hein? Et donc vous conseillez quand même les jeunes. Et parmi les meilleurs, il y en a un. Bon, c'est une histoire qui nous a été racontée. Et c'est la fille qui a vu qu'elle n'y avait pas possibilité de se marier. Elle a disparu de l'université où elle était avec son, entre parenthèses, fiancé. Et elle a donné sa fille en adoption, là, en kafala. De même, ce que j'appelle l'adoption sauvage. Et la fille a grandi dans une autre famille. Et la maman l'a perdue de vue, évidemment. Et un jour, le papa s'est marié avec sa propre fille sans le savoir. Parce que la petite a été élevée par une grande famille, elle a fait des études et tout. Et lui ne s'est jamais marié parce qu'il cherchait toujours celle avec qui il avait son enfant. D'accord ? Il n'a pas trouvé, elle a disparu de la nature. Donc il s'est marié avec sa fille, c'est bien ce que vous dites. Sa fille pendant 2 ans. Alors imagine. 2 ans. Imagine la fille quand elle apprendra. Vu l'importance donc de reconnaître l'enfant. Donc je me dis aujourd'hui, même si l'enfant doit être donné en kafala,
il doit connaître le nom de son papa biologique et le nom de sa maman. Après, si elle veut confier son enfant à une famille pour l'élever, ça a toujours existé au Maroc. Moi, j'ai assisté au Maroc, notre Maroc, quand une femme était stérile, sa sœur lui confiait un bébé. Et j'ai connu une grande psychologue et chercheur en même temps. C'était des jumelles. Elles étaient jumelles. Et c'est une grande famille, ils ne sont pas pauvres. Sa maman a donné une des jumelles à sa sœur qui ne pouvait plus avoir d'enfant. Et cette fille a grandi, c'est sa tante qui l'a élevée. Elle était intelligente, elle a fait des études aux États-Unis. Elle a fait une crise elle-même et elle a fait des études spéciales dans le sens de chercher pourquoi elle souffrait, pourquoi sa maman l'a donnée, elle, et non pas sa jumelle, à sa tante. Et pourtant, elle était dans une grande famille, c'est une femme super intelligente. Et d'ailleurs, elle a écrit son histoire en anglais parce que elle a étudié aux États-Unis et elle a pu trouver la compréhension de son problème en faisant des hautes études aux États-Unis. Et ça prouve que c'est un problème humain, que les gens qui nous écoutent, je voudrais demander aux pères et aux frères, attention, ta fille ne doit pas avoir peur de toi. Elle doit pouvoir tout te dire. Si tu es son confident, elle ne se fera jamais avoir. Si elle est la confidente de son frère, non pas le frère qui va venir lui donner des coups de poing parce qu'il l'a trouvé en train de parler à un garçon, c'est là où elle va faire toutes les erreurs. Elle va avoir peur d'en parler et s'il arrive le problème, elle ne saura pas à qui le dire. Et quand elle le dira, ça sera trop tard. C'est le scandale, c'est la déchirure, c'est la souffrance pour toute la famille. Et imaginez l'enfant qui va grandir. Encore ceux qui restent avec leur mère, ils ont la possibilité de retrouver leur papa. Et nous avons à Solidarité Féminine, parce que ça fait 31 ans que Solidarité existe. Parlez-nous de Solidarité Féminine. Oui, nous on donne... cette révolte... Qu'est-ce qu'on fait dans cette... Dans mon caractère, déjà, parce que j'ai été élevée comme ça. J'ai travaillé très jeune et j'ai été élevée à me poser la question, il y a un problème, moi j'ai jamais fait de politique politicienne. Je respecte les politiciens parce que eux savent la faire. Mais moi je ne sais pas la faire, j'ai toujours eu peur. Mais dans mon caractère, qu'est-ce que moi je peux faire? On a créé l'association Solidarité, mais avant de créer l'association Solidarité Féminine, avec Marie-Jean et d'autres femmes, avec une autre dame qui s'appelle Michel Benehoud, on a demandé à une organisation suisse de nous financer une petite crèche. On l'a fait discrètement, pour que les mamans, les premières qu'on a aidées, puissent mettre les bébés dans la crèche. Et tout de suite, Marie-Jean va me dire, mais tu sais, ces mamans, elles ont beaucoup de problèmes, ne trouvent pas de travail. Et d'accord, oui, d'accord, je veux bien, Marie-Jean. Mais qu'est-ce qu'on fait? Elle me dit, on va leur apprendre à vendre des casse-croûtes. Je dis, vendre des casse-croûtes, moi je ne me vois pas les suivre dans les casse-croûtes. Et nous avons créé Solidarité Féminine dans le sens d'aider les mères à s'autonomiser financièrement. Pour s'autonomiser financièrement, on a commencé par le métier qui donne le plus d'argent le plus vite possible, c'est la restauration, qui s'est développée au fur et à mesure. Et aujourd'hui, on a aussi le hammam, centre de remise en forme. Les Marocaines, parce qu'on reçoit énormément de Marocains qui viennent de passage au Maroc. Les femmes viennent au hammam, ou alors ils viennent au restaurant. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et les Marocains, en tous les cas de Belgique, de France et même de Hollande, quand ils viennent, ils savent ce que je leur dis. C'est pas des mensonges. On fait ce qu'on dit, on dit ce qu'on fait. Et les femmes sont là comme témoins. Et donc vous accueillez ces jeunes dames, ces jeunes mamans avec leurs enfants. Elles deviennent autonomes financièrement, elles apprennent un métier, elles font des réunions d'estime de soi. Ça ne vient pas tout facilement. Il ne faut pas oublier qu'elle est seule. La rapprocher de sa famille, trouver le papa biologique. Solidarité Féminine, dialogue avec les papas biologiques quand on les trouve. Parce que nous préférons que le père reconnaisse l'enfant
c'est mieux que passer par le tribunal. C'est vrai qu'il y a la possibilité, si le Maroc avait évolué dans le sens de mettre en pratique le test en Europe, ADN, automatiquement le test génétique, faut-il qu'il y ait vraiment une raison de le faire. Vous accompagnez donc ces jeunes mamans, combien de temps? Est-ce qu'il y a une date limite? Nous avons, au départ, on a travaillé comme ça. Je le dis franchement, les Marocains le savent. Mais au fur et à mesure, on a appris. On a commencé à demander à être connus sur la place. Les bailleurs de fonds sont venus vers nous. C'est ça qui est extraordinaire. Jamais je ne saurais dire à ce gouverneur de l'époque, malgré les années de plan, qui nous a fait connaître par la presse, je ne saurais jamais dire à la société audiovisuelle qui nous a permis de porter la cause dans les familles, de rentrer dans les familles. Ça s'est fait par étapes. Et d'avoir les premiers bailleurs de fonds qui vont venir vers nous. Vous savez, la reconnaissance, on l'a eu d'abord à l'échelle internationale, puis après, elle est devenue nationale. Et il faut continuer à travailler parce que le problème Fouzia existe partout dans le monde. Partout. Il y Pas a ce seulement problème Maroc, de jeunes partout mamans dans le célibataires. monde. Dans le monde, tout rang qu'il est. Aux États-Unis, comme en Chine, comme en je ne sais pas où. Certains pays ont le crime d'honneur. Nous, on n'a pas de crime d'honneur. Et nous ne voulons plus que les enfants continuent à être abandonnés. Abandonnés et on ne veut connaissent pas leur... que la maman puisse le garder, ou alors qu'il y ait des facilitations pour la kafala. Qu'il puisse au moins aller dans une famille qui va aimer cet enfant, qui va lui donner toute la... Mais pas rester dans un centre où ils sont 60 ou 100 ou 200 ou 300. C'est très difficile. Votre rôle, Madame Chenna, dans Vie Solidarité Féminine, donc vous êtes présidente, et puis ces dernières années, c'est sensibiliser à cette question. Nous sensibilisons beaucoup, énormément. Et avant ma maladie, mais après ma maladie, aujourd'hui, je suis dans un stade où je passe le relais aux jeunes. Toutes les universités où je vais, et quand elles m'invitent, j'y vais. Pourquoi? Parce que je veux passer le relais aux jeunes. C'est eux l'avenir du Maroc. C'est eux qui vont soigner les problèmes de leur pays. Sans eux, hommes et femmes, il faut aller, pendant qu'ils sont jeunes, leur parler, leur ouvrir l'esprit. Et je peux témoigner que même dans les universités où il y a ce qu'on appelle islamistes, je suis très bien accueillie. Il y a certaines universités où ces jeunes, ça me touche particulièrement. Surtout pour ceux qui sont islamistes dans leur façon d'être habillés, de sortir, me dire. Après l'essence, merci Madame Chenna. Merci pour votre franchise. Et vous sortez des frontières du Maroc pour aussi sensibiliser à cette question? Alors quand je suis, d'abord là, je suis invitée par Orphelins du Monde. Depuis que j'ai connu le président d'Orphelins du Monde, il n'arrête pas d'utiliser toutes les occasions parce que vraiment, il est président Orphelins du Monde, ça veut dire beaucoup de choses. Il est très sensible à cette cause-là et il veut absolument que nous soyons plusieurs. Nous allons dans d'autres pays. Bon, il n'y a pas que la Belgique qui m'invite. Mais je peux aller en France, je peux aller aux États-Unis. Moi, j'ai fait pleurer les Américains. Faire pleurer les Américains, c'est difficile. Eh bien, je les fais pleurer quand même, tout simplement en étant franche, directe, ne pas mentir. Voilà. Vous me lancez la perche, Madame Chenna, pour m'adresser à Ismaël Al-Mourabit. Vous êtes présidente de Orphelins du Monde et il y a 3 ans, vous faites une rencontre, une aventure qui a commencé, on va dire, avec Madame Aïcha Chenna. Avant de nous parler de cette rencontre, Monsieur Ismaël, quelques mots sur Orphelins du Monde et ce que vous faites un petit peu dans le cadre de cette association. Donc c'est en octobre 2011 qu'on a décidé avec des amis ici à Bruxelles de créer un collectif pour venir en aide à notre pays d'origine, nous belgo-marocains. On ne savait pas trop vers quel axe se tourner.
On aidait énormément les sans-papiers ici à Bruxelles, les réfugiés. Je me souviens en 2010, il y avait une vague de sans-papiers de réfugiés qui traînaient du côté du parc Maximilien à la gare du Nord. Et on s'était réunis en collectif à l'époque pour aider ces gens. Donc ces gens qui venaient de pays lointains. Et il y avait énormément d'enfants parmi ces gens. Et les enfants gisaient à même le sol, dans le froid. Nous, à notre humble mesure, on apportait denrées alimentaires, vêtements. Et puis, j'ai lancé l'idée de créer quelque chose qui puisse nous aider à venir en aide à tous les enfants démunis, malades ou bien abandonnés du Maroc. Et donc, en 2011, j'ai eu la chance de découvrir mon premier orphelinat à Kenitra, donc dans le nord du Maroc. Ça s'appelait Dar El Fatayat, la maison des jeunes filles. Et on m'a présenté en fait ce centre. Ça m'a touché de voir ces enfants sans parents. Il y avait donc une équipe d'éducatrices qui les encadrait. Et puis j'ai demandé humblement et naïvement comment on peut vous aider. Ils m'ont dit les enfants ont besoin de vêtements. Donc je suis revenu à Bruxelles. Et on a réuni à l'époque 300 kilos de vêtements qu'on a envoyés. C'était notre première action à l'international, on va dire. Donc pour les enfants abandonnés du Maroc. Et puis on a décidé de lancer la structure et de trouver un nom. Donc il y a plusieurs noms qui ont été proposés, etc. Et Orphelins du Monde, naturellement, s'est imposé comme nom à notre association. Donc voilà. Donc ça s'appelle Orphelins du Monde, ça a été créé. Donc à travailler à soutenir plusieurs orphelinats à travers le Maroc. Orphelinats, associations. En 2012, j'ai eu la chance de rencontrer cette grande dame qui est à ma droite, Madame Aïcha Chenna. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, on m'avait parlé de cette dame et j'ai dit ce serait bien de la rencontrer, mais je ne savais pas comment m'y prendre. Donc j'ai regardé sur Internet le numéro de l'association qu'elle présidait, Solidarité Féminine. Et donc j'ai appelé, je suis tombé sur la chargée de mission, Hafida Albaz, que nous saluons. Et donc Hafida a dit, écoutez monsieur, la présidente est très occupée pour l'instant, mais je vais essayer. Et donc elle a contacté Madame Chenna, et puis 48 heures plus tard, je recevais un appel de Hafida en disant, elle va venir jusqu'à chez vous à l'hôtel, vous voir pour discuter. Et je vois Madame Chenna arriver en voiture. J'étais impressionné parce que je connaissais la réputation de cette dame, les nombreux prix internationaux qu'elle avait gagnés au cours de sa carrière. Donc voilà. Et puis tout simplement, elle me dit c'est toi Smaïl? J'ai dit oui. Et voilà, le dialogue s'est peu à peu établi. Et une réunion qui devait durer 15 minutes a duré 3 heures. Et moi, je suis revenu à Bruxelles. Après cette réunion, j'ai dit, écoutez, il faut sensibiliser sur cette thématique des mères célibataires, des enfants abandonnés. Comment on peut le faire? En créant des événements et en invitant Madame Chenna à Bruxelles pour parler devant les Belgo-Marocains, devant des Européens, peu importe. Du moment qu'on parle de cette thématique. Pourquoi? Parce qu'autour de moi, ici à Bruxelles, j'ai aussi énormément d'amis qui sont divorcés. Des amis qui ont des enfants. Donc j'aime beaucoup ces amis-là et elles me parlent au quotidien de leur souffrance. Donc je trouvais normal en fait de m'intéresser à cette cause. Et en parallèle, Orphelins du Monde, son nom est suffisamment parlant. Donc nous, on axe principalement nos actions pour les enfants abandonnés. Au Maroc. Et vous organisez donc des événements pour pouvoir collecter des fonds, pour pouvoir justement aider ces associations, ces orphelinats. Et on s'est axé dans les dernières années sur les conférences. Pourquoi? Parce que les conférences sur cette thématique plaisent. On a remarqué qu'il y a une demande ici à Bruxelles. Quand on amène Madame Chenna, si je me promène avec elle à la rue Neuve, par exemple, parce qu'elle adore le magasin CA. Quand elle est à Bruxelles, Madame Chenna doit aller à CA. Et moi, je me retrouve dans des situations bizarres quelquefois parce qu'elle a quitté l'hôtel, elle est partie seule.
Et moi, je suis en train de tourner dans tous les magasins, comme ce matin. Je l'ai cherché. C'est récent, on sent que... CA à la FNAC, voilà, on vient de... J'étais entourée par beaucoup de Marocaines qui m'ont reconnue. Oui. Et vraiment, je vais vous dire pourquoi ça me touche. Parce que c'est des mères au foyer, elles aussi. Elles ont des enfants. Et je me dis, si les hommes... parce que très souvent, les hommes viennent vers moi. Je me dis donc, quand il y a une prise de conscience déjà à partir de la cellule familiale, il va y avoir une prévention. Si on arrive à atteindre 1, 2, 3, 4, 5, 6 familles, et ainsi de suite, et répéter à l'infini, on va tomber un jour sur la prévention, la lutte contre l'abandon des bébés. On va permettre aux bébés de vivre avec leur maman, et ceux qui ne peuvent pas vivre avec leur maman, pour une raison ou pour une autre, puissent être pris en kafala. Faciliter les choses pour ceux qui habitent en dehors du Maroc, faciliter les choses pour ceux qui habitent à l'intérieur du Maroc, au moins que les enfants puissent grandir dans une famille. Parce qu'il se passe une chose, un enfant qui est, comme on dit, il est yatim, il n'a pas de tante, il n'a pas d'oncle, il n'a pas de grand-mère, et il va grandir avec ça. Vous savez ce que c'est que être l'enfant de personne. Vous pouvez donner ce que vous voulez, les meilleurs repas, les meilleurs vêtements. Il y a quelque chose qui s'appelle l'amour paternel et l'amour maternel. Qu'on ne peut et après, remplacer. Ils vont grandir. Ceux qui ont la chance et qui vont étudier, et moi ça m'a été dit par ceux qui ont réussi à faire des études supérieures. Ils me l'ont dit, vous savez Madame China, nous avons eu la chance d'être intelligents et d'avoir fait des études supérieures. Mais il y a une réelle souffrance de ce manque de racines. Encore une autre chose, parce que le Maroc évolue, grandit, les populations, puis les enfants grandissent, ils arrivent à 30 ans, 40 ans, ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir un métier, d'avoir réussi des études, se retrouvent un jour dehors, renvoyés de l'orphelinat. Il y a des orphelinats qui ont été complètement démolis et ils se retrouvent dans la rue seuls. Il n'a pas khalti, il n'a pas amti, il n'a pas ami, il n'a pas jdi, il n'a personne. Alors là, je dis non. Humainement parlant, au lieu de me juger, de dire que moi j'encourage la prostitution, que ceux qui me taxent d'encourager fassent attention à eux parce qu'ils ont des comportements répréhensibles que moi je ne trouve pas chez les mamans. Elles ont eu des accidents dans leur vie, mais elles se comportent normalement. Tandis que les autres, ils sont mariés, ils ont des enfants, mais ils continuent à faire des bêtises. Et je ne les juge pas. Le grand bien que Aïcha Chelna a apporté à cette cause et à ses mères, de par ce combat, de par sa poigne. Donc, à chaque fois qu'on multiplie les conférences, les femmes viennent vers nous en disant merci, merci monsieur, merci madame, de parler de cette cause. On avait fait un iftar pendant le ramadan. On avait convié Madame Chelna. Et on a reçu un coup de fil du Maroc en disant « Monsieur, est-ce que vous vous rendez compte que vous arrivez à parler de la mère célibataire durant le mois de Ramadan? C'est extraordinaire. Pour nous, donc il y a un changement de mentalité. C'est extraordinaire qu'on arrive à parler de ça durant le mois de Ramadan. Donc le grand bien que Madame Chelna, durant plus de 55 ans de combat, a fait pour ses mères, pour moi, cette femme mérite le Nobel. Non, il faut dire ce qu'il faut dire. Elle mérite le prix Nobel. Elle a... Psychologiquement, ces femmes sont en Elle a détresse. plusieurs prix, on va juste rapidement le dire. Il y a quelque chose que je voudrais dire aux Marocains qui m'écoutent, parce que c'est quelque chose que je raconte aujourd'hui pour faire la sensibilisation. Vous savez, Solidarité Féminine, pour ceux qui la connaissent, c'est une association qui est très, très lourde à porter. Il y a des jours où on est heureux, il y a des jours où on est moins heureux. Mais un jour, voilà, en 2007, je tombe malade, j'ai un cancer, j'attrape le cancer. Et je refuse la maladie, je la refuse complètement. À l'hôpital, j'étais en réanimation, je voulais voir personne. Et un jour, j'entends la chargée de mission dire à une journaliste, la seule que j'ai accepté de voir, parce que sa revue faisait une exposition vente de tableaux, profit de Solidarité Féminine. Et quand ils ont appris que j'étais malade, ils ont encore fait beaucoup plus. Et je l'ai entendu lui dire... Si Madame Chelna accepte sa maladie, elle va
s'en servir pour sa cause. J'étais à l'hôpital. J'ai entendu ça. Elle est partie. Moi, je reste. Et puis, je vois tous ces malades qui luttent, qui mènent une lutte pour survivre. Et un jour, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête, un déclic. Je m'adresse à Dieu. Je dis, d'accord, toi, le bon Dieu, tu me donnes le cancer. J'accepte. J'accepte. Et je vais faire, parce que je ne voulais pas faire la chimio. Je vais faire la chimio, je vais tout faire. À condition. Et voilà que le Moudnib, la créature du bon Dieu, va négocier avec le bon Dieu. Je ne négocie pas qu'avec les bailleurs de fonds et avec les bienfaiteurs. Je vais lui dire, bon, d'accord. Et je te promets que tout ce que tu me prêteras comme vie, j'ai dit comme ça, tout ce que tu me prêteras comme vie, sur les 4 quarts que tu vas me laisser, 3 quarts, ça sera pour passer le relais aux autres, aux jeunes. C'est ce que je fais avec vous et avec vos auditrices et auditeurs. Hein. Et le 1 quart, tu me le laisses pour moi et ma famille. Et donc, je fais tout. J'ai vu la mort et je sais ce que c'est maintenant. Et j'en ai pas peur. Et je reviens à l'association. C'est vrai que j'étais encore fatiguée, mais je reviens à l'association. Et un jour particulièrement difficile, j'oublie la promesse que je m'étais faite moi. Je sais qu'à la taf, je reconnais ma faute grave. Et je dis, après moi le déluge, et je dis en arabe, quand je suis en colère, et je rentre chez moi. La seule chose qui m'apaise quand je rentre à la maison, c'est après la prière, je fais mes prières, j'aime le chapelet. J'ai grandi dans une famille, mon grand-père était savant en théologie, il nous a laissé en héritage, pas d'argent, pas de richesse, mais ce fameux chapelet que j'ai toujours vu chez ma tante l'aînée des filles de mon grand-père. Et mon grand-père lui-même disait à ma tante, ne dis jamais au haram abniti. Ce sont 2 personnes qui ont une relation. L'enfant, il est venu au monde, il n'a pas demandé à venir au monde. D'ailleurs, j'ai été jugée pour ça. Alors, je rentre à la maison et je prends mon chapelet, comme mon grand-père le faisait, et je pars dans le sommeil. Et moi, la femme musulmane, qui a grandi dans un milieu musulman, je vais faire un songe, ru'ya, un songe mu'akkada, sûr. Je vais voir en songe la Sainte Vierge Marie et je sais que c'est elle, Marie Bladra. À l'époque, je ne savais pas qu'elle était. Son nom était écrit dans le Coran plusieurs fois, nominativement. C'est la seule femme que Dieu a nommée dans le Coran. Et elle était devant moi, elle était entourée par des sœurs habillées en blanc, immaculées. Et derrière mon dos, il y avait une horde de gens qui bavaient de colère, qui voulaient la frapper. Je l'entoure de mes bras comme ça. Et la sœur derrière elle me dit, par votre corps, vous avez protégé le corps de la Sainte Vierge Marie et vous ne l'avez pas touché. Je baisse les yeux et je vois qu'il y avait un espace, comme ça, je 20 cm. Je lève les yeux pour lui dire, je ne l'ai pas touché. Elle me dit, il faut pas la toucher parce qu'elle est sacrée. Elle se baisse, elle prend un peu de terre, elle me le met là. Elle me dit, désormais, tu es des nôtres et tu as une mission. Je me réveille en sursaut, mais qu'est-ce qui se passe, mon Dieu? Et là, le hasard a voulu que des gens de l'Église viennent à Solidarité. Vraiment le hasard. Après, on a eu des groupes qui sont venus, des Juifs. Les Juifs. Ensuite, j'ai rencontré des ulama, le Qarawin, dans une grande conférence à Marrakech. Et par la suite, j'ai rencontré des bouddhistes à Milano. Et il y avait comme témoin Dr Rita Al-Khayat, elle était à côté de moi. Et alors, les 3 religions monothéistes et les bouddhistes qui ne sont pas les gens du livre, tous disent que c'est la sacralité de la mer. Et c'est la juive qui me l'a dit la première, les autres vont me le dire par la suite. Elle va me dire, est-ce que tu as fait une promesse? J'ai dit, oui, j'ai fait une promesse. Elle me dit, ben, tu as de la chance parce que Dieu te rappelle à ta promesse. Tu es né de poussière. Tu vas retourner de poussière de la terre, tu vas retourner à la terre et tu dois continuer ta mission parce que c'est ton destin avec humilité sur la terre-mère. Wachofi. Alors ça peut m'arriver des moments extrêmement difficiles. Smaïl le sait, cette année a été particulièrement difficile
pour nous, parce que les bailleurs de fonds de plus en plus se retirent, on n'a pas de financement, c'est très compliqué. Et une maman, tu ne vas pas l'aider en pleurant avec elle. C'est vrai, heureusement que nous sommes créatifs. On crée de l'argent, heureusement. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut payer un personnel. Lui aussi, il a les contraintes de la vie, etc., etc. Et je me suis enfermée chez moi. Je vous jure que c'est la vérité. Tout le mois d'août, je ne suis pas sortie. J'ai fermé les téléphones. Je dis, toi là-haut, tu m'as donné cette mission, maintenant je te demande de m'aider. Je ne savais pas comment il allait m'aider. Une des premières réponses, ça va venir après, quand on va reprendre l'association. Smaïl va me dire, tu vas venir en Belgique. Première réponse, je parle au Parlement européen hier. Il y avait les autorités marocaines, diplomatiques et morales, etc. Il y avait, vous savez, le Parlement, c'est un peu tout le monde. Et je parle pendant, je ne sais pas combien j'ai pris, je crois 1h30. J'ai pris la parole et je ne l'ai plus lâchée. Je voyais des larmes un peu partout, je voyais que ça accrochait. Et j'ai dit voilà, parce qu'on m'a dit, qu'est-ce que vous voulez que le Parlement fasse? Eh bien, il y a beaucoup de, il y a l'accompagnement technique, parce que la Belgique et le monde occidental, ils ont des expériences dans le sens de la prévention. Il y a les financements. Je leur ai dit, si vous voulez nous aider, aidez-nous à nous développer chez nous. Nous resterons chez nous et on viendra consommer chez vous, dans les vacances et je ne sais pas quoi. Et on reviendra chez nous. C'est mieux si vous nous aidez à donner la chance à un bébé de vivre avec sa maman et de retrouver son papa. Ça serait déjà merveilleux. Et apparemment, les gens ont été touchés. Par la députée européenne Maria Arena. Donc dans le cadre, que vous avez organisé comme voilà, hier, donc Orphelins du Monde a contacté le cabinet de Madame la députée Maria Arena pour organiser une conférence sur l'émancipation des genres dans les pays du Maghreb. Donc comment l'Union européenne peut contribuer au financement, à l'aide de cette émancipation. Donc l'idée avait germé depuis 1 an. Donc j'avais discuté avec la fille de Madame Chenna, qui s'appelle Soumaya, qu'on salue. Et elle m'avait dit, écoute Ismaël, ma mère, donc Madame Aïcha Chenna, a reçu la Légion d'honneur française, donc de la République française. Elle a reçu en 85 l'Opus Prize américain. 89, pardon. Des autorités américaines, donc à Washington, hein, c'est ça? Non, non. C'était à Minneapolis. Voilà. C'est la fondation Opus, et c'est l'équivalent du prix Nobel américain, $1 million. C'est vrai que le dollar était en chute, mais j'ai reçu $1 million que je n'ai pas mis dans ma poche, parce que très souvent, et je le dis, c'est une occasion, l'argent que je reçois va vers l'association. Moi, je vis sur ma retraite et ça me suffit. J'utilise l'argent de ma retraite. Je vais au CA parce que c'est là où je trouve ce qui me convient. À la mesure de mon porte-monnaie, je ne vais pas dans les grands... Là j'habite dans un grand hôtel Avenue Louise. Je ne vais pas dans les grands magasins Avenue Louise. Je ne reçois pas de financement, de représentativité. Je ne l'ai pas. Je vis sur mes propres deniers. Mais l'argent que je reçois, c'est pour pouvoir financer la formation des mamans, parce qu'il faut les soigner, il faut leur apprendre à lire et à écrire, apprendre un métier, les rapprocher de leur famille. C'est des centaines de kilomètres. Les loger. Et les kilomètres, il faut payer l'essence, il faut payer le chauffeur, il faut payer le per diem du chauffeur et de l'assistante sociale. Il y a... la formation pendant 3 années, ça coûte. Il faut amener les gens et les payer. On ne peut pas. Nous, comité, on est bénévole. Oui, moi, je suis bénévole. Je vis sur ma retraite. D'accord? Mais je ne peux pas demander à un personnel de faire ce travail. C'est pas possible. Ici, en Belgique et en France et dans tous les pays occidentaux, avaient les mêmes problèmes ici.
je l'ai dit hier pendant ma prise de parole, ce n'est qu'en mai 68 qu'ils se sont réveillés pour trouver des solutions. Et après, donc, il y a eu une façon de faire, une évolution, etc. De financer l'éducation sexuelle, la planification familiale, l'aide aux mères célibataires, c'est ce qui est en train de se faire pour le moment. Alors, c'est pour ça que c'était très important qu'elle soit reçue donc, pour la première fois de sa carrière au Parlement. Donc, alors, quel est le résultat, Ismaël, de cette... Écoutez, avec le plaidoyer que Mme Chenna a fait durant 1h30, elle a vraiment tenu l'audience. Vous étiez là, présente, donc vous pouvez en témoigner. La salle était comble. Elle était reçue par Mme Arena et avec comme autre conférencier panéliste l'eurodéputé Gilles Parnieu, qui est membre de la commission Union européenne Pays du Maghreb. Donc nous avions aussi l'ambassadeur auprès de l'Union européenne, le nouvel ambassadeur Ahmed Reda Chami, qui a participé au débat. Et on a eu la chance d'avoir la journaliste Adja Labib. Adja Labib qui a modéré le débat. Et quelles étaient les promesses? Est-ce que... Mais en fait, la promesse, elle est simple. Pardon, il y avait un autre ministre. Eurodéputé Gilles Parnieu. Non, marocain qui était ministre... Ahmed Laouech. Non, pas ministre marocain. Non. Pas qui venait, un ministre de l'immigration, mais marocain. Ah non, il est venu, comment il s'appelle? Il est devenu en fait ambassadeur. Il est ambassadeur auprès du Royaume de Belgique, il s'appelle Mohamed Hammer. Voilà. Donc c'est l'ambassadeur de la bilatérale en fait. Voilà. Il y avait deux ambassadeurs. Monsieur Mohamed Hammer, son excellence, donc auprès du Royaume de Belgique, et son excellence Ahmed Reda Chami auprès de l'Union encore européenne. Une fois, qu'est-ce que ça a donné comme résultat? Laisse-moi le dire, Aïcha, d'accord, Lella. Donc, de toutes les façons, c'est toi qui dois le dire. Madame Marie Arena a promis qu'à la prochaine commission, l'ordre du jour sera solidarité féminine. Donc ça veut dire la chose suivante, ça veut dire qu'il y aura certainement un apport financier dans les prochains mois de l'Union européenne auprès de l'association de Madame Chenna, Solidarité féminine. Donc pour nous, c'est une victoire. C'est surtout une victoire pour tout le combat de la Chenna. Merci Ismaël. Madame Chenna, je vous garderai encore des heures et des heures et je voudrais dire une chose quand même. De plus en plus, les Marocains de Belgique et de France, beaucoup ont pris conscience. De temps en temps, il nous arrive des virements directement à l'association, même si on ne fait pas un appel à, et qui visitent à aussi financement. votre... Ceux qui viennent visiter l'association, ils ne viennent jamais les mains vides. Ça va être toujours avec quelque chose. Soit des enveloppes, soit ils vont venir manger au restaurant, ils vont aller faire le hammam et laisser... en tout cas, vous restez encore, Inch'Allah, pour de très nombreuses années. J'ai 75 ans, Fouzia, je vais dans mes 76e année et c'est pour ça que j'ai cette rage, voilà, pour passer le relais aux jeunes. Alors, Ismaël, toi, les autres et ceux que je contacte au Maroc et ailleurs, je leur dis, c'est vous, les jeunes, qui allez prendre en charge votre pays. Ne comptez pas sur tous les gouvernements qui passent ou qui vont venir. Ce n'est pas leur première priorité. Mais vous, c'est votre première priorité. Allez-y, prenez ça, prenez-vous en main et votre pays sera plus démocratique et plus juste. Essayez de créer une société plus juste et plus humaine en faveur de tous. Ça sera le mot de la fin, Aïcha. Le mot de la fin, mettre la main sur le cœur et se poser la question, ici c'était moi. Est-ce que toi, moi, les autres, on a choisi notre famille? On n'a pas choisi. On a pris la famille que le bon Dieu nous a donnée. Shukran Aïcha Chenna, merci Ismaël, et j'espère que vous allez la ramener encore plusieurs fois. En mars 2017, Inch'Allah. Ah, Inch'Allah. Donc un Journée internationale des droits des femmes. projet. Alors بغيتك تقولي لنا شي كلمات توجهها للمشاهدين كرسالة. رسالة اللي غنقول لهم الله يخليهم اللي عندهم وليداتهم يهضروا مع وليداتهم مع بنياتهم. كنقول للرجال ما تحشمش تكون بنتك تجي تعاود لك اسرارها، خصك الا كنتي انت صديق بنتك ما عمر ولد مرا يضحك عليها، والخوت انت اخوها راه ماشي حيت غادي تضربها غادي تربيها،
الا كنتي كتحنفها ما يضحكش عليها ولد المراه، وحتى انت ما تضحكش على بنت الناس. شتي؟ وكل واحد يفكر كيف ما هو كيبغي وليداتو يعيشوا معاه، يفكر في هذوك اللي هما وقعوا في التهميش، ووقعوا في الغلط، وطاحوا اسفل السافلين. يكونوا دائما يفكروا فيهم، لان الحمد لله في الاسلام كاين الزكاه، كاين كتقسم مع الانسان، كتعطيه حقه. يعني كل حتى لا ما عندكش، ماشي كل شيء فلوس، حتى معنويا. ما تنعلش، ما تنعتش، ما تنعتش. صافي، الله يهدي ما خلق، وتعطف وتحن وما تحكم على حد. شكرا مدام عيشة Chenna. Merci Ismaël El Morabit. Chers mesdames et messieurs, je vous retrouve pour une nouvelle émission Parole de femmes, non, femmes au pluriel. Aujourd'hui, c'est votre rendez-vous donc féminin. Je vous retrouve très très bientôt.